« 1822. Dans une communication à l'Académie, appelée « Lettre à Monsieur Dacier », Champollion révèle les principes du système hiéroglyphique en les illustrant par quelques exemples de déchiffrement. La découverte de Champollion marque tout à la fois une clôture et une ouverture. Elle marque une clôture parce qu'elle met fin à un débat commencé depuis la Renaissance sur la nature des hiéroglyphes. Ce débat avait été suscité par l'intérêt pour les antiquités à l'époque et aussi par la redécouverte de quelques monuments égyptiens oubliés en Europe, tels par exemple l'obélisque de Latran, qui avait été de nouveau érigé à Rome en 1588. De plus, le débat avait été avivé par la figurativité des hiéroglyphes, c'est-à-dire par le fait que ces signes représentent souvent des réalités immédiatement identifiables. Cette figurativité piquait très fort la curiosité des érudits. Le débat voit le conflit entre trois thèses. Première thèse, qu'on appellera thèse mystique. Les hiéroglyphes sont des symboles porteurs d'une révélation et accessibles par l'intuition à quelques initiés. Cette thèse avait été défendue par un personnage haut en couleur, le chanoine Athanase Kircher. Deuxième thèse, qu'on qualifiera de thèse philosophique. Les hiéroglyphes sont les éléments d'une écriture universelle qui est destinée à noter la pensée sans passer par le langage. Le rêve d'une écriture universelle, affranchi des servitudes du langage, s'était formé à partir de réflexions sur l'écriture chinoise. Des philosophes, comme Leibniz, tenaient que les hiéroglyphes égyptiens, d'une manière analogue au caractère chinois, notaient des idées sans passer par leur formulation dans la langue. Troisième thèse, qu'on appellera thèse historique, les hiéroglyphes sont une écriture au sens propre, c'est-à-dire un code fixant visuellement les énoncés d'une langue qui est la langue égyptienne. Les partisans de cette thèse se divisaient en deux. Les uns tenaient que l'écriture égyptienne était phonétique, les autres qu'elle était idéographique. La découverte de Champollion clôt donc le débat. C'est la troisième thèse qui s'avère être la bonne. Les hiéroglyphes sont bel et bien une écriture. Qui plus est, la scission entre les partisans de cette thèse n'a plus de raison d'être. Champollion montre en effet que l'écriture hiéroglyphique est à la fois et phonétique et idéographique. Mais en même temps qu'elle clôt ce débat, la découverte de Champollion ouvre un nouvel espace à la recherche. Car la découverte de Champollion ne livrait pas d'emblée, comme sur un plateau, un savoir total sur l'Égypte pharaonique. Simplement, elle donnait le point de départ à la constitution de ce savoir. Champollion lui-même en était bien conscient, qui consacra les quelques années, trop courtes, qui lui restaient à vivre, à explorer l'immense domaine auquel sa découverte avait donné accès. La lecture de son testament scientifique, la grammaire égyptienne, montre tout à la fois la rigueur de sa démarche, mais aussi les progrès qui restaient à accomplir. Prenons l'interprétation que Champollion donne d'un texte écrit sur la façade du petit temple d'Abou Simbel, texte
que l'on peut encore voir de nos jours. Sa Majesté ordonna de faire une demeure dans le pays de Nubie, en creusant dans la montagne. Jamais on n'en fit de semblable. Première observation, l'extraordinaire sagacité de Champollion, puisque la traduction qu'il donne correspond à peu près à celle qu'en donnerait l'égyptologie moderne. Seconde observation, une certaine approximation dans la lecture des hiéroglyphes. Non seulement certains lui échappaient encore, et dans ce cas, il les a laissés sans transcription, mais aussi, il a pris le parti de donner comme lecture de ces hiéroglyphes une lecture dans la langue copte. Ce parti pris de Champollion est évidemment un pis-aller. En effet, comme lecture phonétique d'une inscription gravée vers 1250 avant Jésus-Christ, il utilise le copte qui est l'état de l'égyptien à partir du IVe siècle après Jésus-Christ. Autrement dit, il y a 1 millénaire et demi au minimum entre l'égyptien de cette inscription et la transcription qu'utilise Champollion. Le procédé est quelque peu artificiel, puisque durant une si longue période, une langue évolue. Songeons par exemple à la différence qu'il y a entre le français de la chanson de Roland et le français moderne dans un espace de temps beaucoup plus restreint. Prenons un cas précis. Champollion donne, pour le groupe qu'il traduit par Sa Majesté, la lecture Pef Mentouab, qui signifie Sa Sainteté. Or, l'égyptologie moderne a découvert que la vraie lecture était Hemef, qui n'a évidemment aucun rapport. Ainsi donc, le génie de Champollion n'a pas livré d'un seul coup l'Égypte pharaonique entière, clé en main. En fait, ce qu'il a fourni, ce sont les clés, en confiant à ses successeurs le soin de bâtir l'édifice dont elles ouvriraient les portes. Pour ce faire, il fallait tout à la fois multiplier les documents et les étudier. Quête et enquête étant les deux voies à travers lesquelles l'égyptologie pouvait progresser. Il y avait bien en Europe quelques objets et monuments que les collectionneurs avaient apportés là depuis l'Antiquité romaine, mais en nombre insignifiant comparé aux vestiges archéologiques que l'Égypte recelait. Certains de ces vestiges étaient accessibles, et ils avaient été copiés dans la description de l'Égypte, cet inventaire dressé durant l'expédition de Bonaparte. D'autres, bien plus nombreux, gisaient cachés dans les sites antiques, et il fallait mener des fouilles pour les mettre au jour. Dans les deux cas, une tâche prioritaire s'imposait, en donner des publications précises et exactes à la communauté scientifique. À cette tâche s'attelèrent des instituts, des centres de recherche, des expéditions et des missions permanentes ou temporaires. L'Égypte devint alors une ruche bourdonnante d'activités. Et elle le demeure encore de nos jours. Parmi toutes ces expéditions, l'une des plus importantes fut celle de Richard Lepsius. Il y a, je crois, une grande différence entre l'expédition de Lepsius et celle de Champollion, 15 ans auparavant. Une entreprise de génie, mais qui mène Champollion pratiquement au bord de l'épuisement. À la deuxième cataracte, il renonce et n'a plus qu'une idée en tête, retourner en France, rentrer à Paris. Lepsius, lui, a préparé son expédition avec une précision toute prussienne. Rien n'a été laissé au hasard. Et sur le plan financier, il est très à l'aise, grâce à l'intérêt que le roi Frédéric Guillaume IV porte à l'entreprise.
Friedrich Wilhelm IV. Gut, nicht zu sagen sehr gut. Es war fast eine Luxusexpedition. C'est presque une expédition de luxe. Rien ne manque. Et les résultats scientifiques sont à la mesure. Lepsius rapporte de son voyage plus de 900 grandes planches illustrées, des centaines de moulages de reliefs et d'inscriptions, sans compter des milliers de dessins. Man kann wohl mit Fug und Recht sagen, dass die preußische Expedition von Richard Lepsius L'expédition de Richard Lepsius est donc incontestablement la première expédition archéologique méthodiquement planifiée et méthodiquement conduite en Égypte, et surtout en Nubie et au Soudan, jusqu'au sud de Khartoum. Mais bien sûr, une telle expédition qui s'étend sur 3 ans n'est pas seulement une entreprise austère et désincarnée. Il y a de nombreuses anecdotes que Lepsius lui-même rapporte dans ses lettres d'Égypte et d'Éthiopie. Par exemple, la célébration de l'anniversaire du roi de Prusse au sommet de la pyramide de Khéops à Giza, en décembre 1842. On hisse le drapeau avec l'aigle prussien et, normalement, l'Égypte étant toujours balayée par le vent du nord, celui-ci aurait dû flotter vers le sud. Mais ce jour-là, le vent souffle comme par hasard du sud et l'aigle flotte donc vers le nord, en direction de Berlin. Ou cette autre histoire, qui même si elle n'est pas certaine à 100%, éclaire bien la situation de ces années-là, où il y a beaucoup de pays en Égypte et au Soudan, et où les consuls des États d'Europe agissent aussi bien sur le plan politique qu'archéologique. Lepsius se rend à Karnak, à Luxor, avec l'intention de démonter et de transporter à Berlin un important témoignage historique du temple d'Amon, la chambre des ancêtres avec l'inscription de la liste des rois. Et on raconte qu'à son arrivée à Luxor, un navire français se trouve déjà là, avec prise d'Aven à son bord. Ce dernier invite son collègue allemand pour le thé, qu'ils prennent assis sur des caisses recouvertes de tapis. Le soir venu, le navire français quitte Luxor. Et quand Lepsius arrive au temple de Karnak le lendemain matin pour inspecter et démonter sa chambre des ancêtres, il comprend alors que les blocs déjà démontés se trouvaient dans les caisses sur lesquelles il a pris le thé la veille et qu'il vogue vers le Louvre. Die Blöcke dieser Kammer waren, die bereits für den Louvre abmontiert worden waren. Cette histoire n'est pas tout à fait certaine, mais ça aurait pu se passer comme ça. So passiert sein. Le gouvernement prussien décida de faire construire un musée qui fût digne des trésors que Lepsius avait ramenés de son expédition d'Égypte. Ce musée, hélas, fut détruit durant la Deuxième Guerre mondiale. Voici l'état original, avec les salles conçues par Lepsius lui-même de manière à mettre en valeur les objets. En 1945, les bombardements lui infligèrent de très graves dommages et à cette occasion, certaines pièces furent totalement détruites et perdues à jamais pour l'égyptologie. Voici le résultat du travail de Richard Lepsius, une série de volumes comme celui-ci que nous allons feuilleter. Il s'agit d'un ouvrage intitulé Denkmäler der Ägypten und Äthiopien, ce qui signifie monuments d'Égypte et d'Éthiopie. Effectivement, en le feuilletant, on constate que sont reproduits les monuments visibles à l'époque de l'expédition de Lepsius. Voici, par exemple, la nécropole de Giza, d'où il rapporta le fameux mastaba de Métienne. Il tenait un carnet de notes où étaient consignées soigneusement chacune de ses découvertes. Pour donner au monde scientifique les reproductions les plus fidèles possibles des monuments qu'il publiait, Lepsius avait recours à plusieurs techniques, dont celle de l'estampage. Wir haben hier einen Abklatsch
Voici un moulage en papier qui fait partie de la grande série faite dans la tombe de Mädchen. Cette tombe a été démontée par Lepsius avant d'être transportée au Berliner Museum. C'est un papier brut que l'on humidifiait et que l'on appliquait à la brosse sur le relief sculpté. On attendait que la bande de papier sèche un peu et on la décollait à l'or de la pierre. Sur cette empreinte, on peut distinctement lire le nom du mort enterré là, Mädchen. Quand le monument avait conservé ses couleurs, Lepsius avait recours à une autre technique, la gouache. Pour ce faire, il avait à sa disposition une équipe de dessinateurs extrêmement habiles comme Weidenbach ou Frey. Voici par exemple la reproduction d'une scène d'un autre mastaba que Lepsius avait ramené, le mastaba de Mérib, conservé à l'heure actuelle au musée de Berlin. Ce mastaba, cette tombe, a été transporté à Berlin avec l'accord du gouvernement égyptien. Avec ses murs décorés et peints, c'est l'une des 3 tombes rapportées intactes d'Égypte. À Berlin, nous possédons donc non seulement les blocs d'origine, qui ont été gravement endommagés pendant la guerre et sont en cours de restauration, mais aussi des originaux, des esquisses effectuées en 1843, ainsi que des moulages. Et on a donc pu exposer la chambre funéraire quasiment dans son état d'origine, même si les peintures, elles, sont des répliques modernes. Lepsius et Champollion sont pour moi les pères jumeaux de l'égyptologie. Aucun d'eux n'aurait pu accomplir sans l'autre ce qu'ils ont fait ensemble. En perçant le secret des hiéroglyphes, ils ont jeté les bases de l'égyptologie scientifique. On admet généralement que dans sa lettre à M. Dacier, Champollion aurait livré la clé de la langue de l'Égypte antique. Or, l'égyptologie sait depuis longtemps, même si le grand public l'ignore, que sa lettre à M. Dacier est complétée et achevée dans la lettre à M. Rossellini, un ouvrage scientifique sur le déchiffrage des hiéroglyphes écrit par Richard Lepsius. Et on voit bien là à quel point Lepsius se considérait comme l'héritier scientifique légitime de Jean-François Champollion. D'un côté, la lettre à M. Dacier, et de l'autre, la lettre à M. Rossellini. L'énoncé même du titre et le choix de la langue française pour publier le travail d'un archéologue allemand, tout cela montre bien que Lepsius se considère comme celui qui parachève l'œuvre de Champollion. D'une façon générale, l'égyptologie, tant moderne qu'ancienne, est un exemple éclatant de l'internationalisme de la recherche et de la science. Grâce à cette quête ininterrompue, une immense documentation a été amassée. La tâche seconde de l'égyptologie est de tirer toutes les informations possibles de ce matériel. Dans cette enquête, 3 grands axes: la lexicographie, la grammaire et l'écriture. Des textes, la civilisation pharaonique en a produit pendant plus de 3 millénaires. L'égyptologie a donc à traiter un immense matériel comprenant des milliers de mots qu'il faut répertorier, analyser, classer, traduire et insérer dans des articles raisonnés. En ce domaine, une importante avancée a été accomplie lorsqu'est paru le dictionnaire de Berlin. Le dictionnaire se présente ainsi.
À gauche de la page, la transcription du mot égyptien dans l'alphabet latin. À côté, les hiéroglyphes, puis sa traduction, suivie des remarques grammaticales. Et à droite, les variantes d'écriture, car il est évident qu'en 3500 ans, la façon d'écrire chaque mot a évolué. Ce dictionnaire est établi grâce à des fiches sur lesquelles on a recopié les textes égyptiens avec les hiéroglyphes et leur traduction. Et chaque mot de ces textes est stocké. En tout, nous avons 2,5 millions de ces fiches. Cette base de notre dictionnaire comprend environ 40% de tous les textes égyptiens connus à ce moment-là. Si nous voulons par la suite publier une deuxième édition, il faudrait y inclure des milliers de nouveaux textes. Et ce ne sera bien sûr possible que grâce à une collaboration internationale. Selbstverständlich auch nur in internationaler Zusammenarbeit erfolgen kann. De nos jours, le développement de l'égyptologie est tel que cette œuvre gigantesque doit être reprise, l'immensité de la tâche imposant, bien entendu, le recours à l'informatique. La rédaction d'un dictionnaire de la langue égyptienne a donc été une des tâches prioritaires de l'égyptologie. Mais dans cette tâche, les égyptologues avaient des prédécesseurs, les anciens égyptiens eux-mêmes. En effet, le professeur Rosing a récemment découvert un document exceptionnel. Il s'agit d'une encyclopédie dans laquelle les anciens Égyptiens avaient fait l'inventaire de tous les mots qu'ils connaissaient. Cette encyclopédie était conservée sur un papyrus qui mesurait autrefois plus de 10 mètres, une longueur tout à fait exceptionnelle, mais dont malheureusement on n'a pu retrouver que des fragments. De plus, les restes de ce papyrus sont dispersés dans plusieurs collections européennes, à Copenhague, à Florence, à Berlin. Pour nos travaux, il a donc d'abord fallu assembler des centaines de petits fragments, comme ceci par exemple, qui sont conservés au musée de Berlin et qui sont les restes de 3 pages, soit au total 26 morceaux. Un autre fragment, plus important, se trouve également au musée de Berlin. On le voit très bien ici grâce à cette photo. Le morceau conservé au Louvre s'ajuste parfaitement au grand fragment de Berlin. Un autre morceau conservé aussi à Berlin s'ajuste à son tour à celui du Louvre. Et enfin, un autre fragment du Louvre s'ajuste à ce dernier fragment berlinois. Et en réunissant ces fragments, on retrouve les 10 pages du papyrus. Mais pour interpréter un texte, il ne suffit pas d'en comprendre les mots. Il faut aussi maîtriser les règles qui régissent l'agencement de ces mots entre eux. En d'autres termes, il faut connaître la grammaire. Là encore, depuis la grammaire égyptienne de Champollion, les progrès ont été considérables. C'est à Sir Alan Gardiner que l'on doit l'œuvre fondatrice de la linguistique égyptologique moderne. Sa grammaire se veut tout à la fois un ouvrage de référence et un manuel d'initiation. Toutefois, publiée en 1927, elle n'a pas pu bénéficier de l'avancée et de l'essor que la linguistique a connu après la guerre. Aussi, depuis une vingtaine d'années, une floraison de travaux tente d'apporter à la grammaire de Gardiner les compléments que les progrès de l'égyptologie rendent indispensables.
On sait désormais que l'écriture apparaît à peu près vers 3150 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant le début de la période dynastique qui est marquée par l'unification de la Haute et de la Basse-Égypte en 3000 avant Jésus-Christ. Ainsi, et c'est très important du point de vue de l'histoire de l'écriture, il n'y a pas coïncidence entre l'invention de l'écriture hiéroglyphique et la formation de l'État pharaonique. Pendant les 2 premières dynasties, les emplois de l'écriture sont cantonnés aux noms propres, aux titres et à de très courtes et concises notations. Toutefois, dès cette époque, s'opère à l'intérieur de l'écriture une division qui ne cessera de s'élargir par la suite. En effet, parallèlement à l'écriture hiéroglyphique, se crée une cursive qui conserve tous les principes du système, mais se caractérise par un tracé simplifié des signes. Regardons attentivement ce vase en albâtre de la 2e dynastie. On voit, à l'extérieur, le nom du sculpteur gravé en hiéroglyphes soignés. En revanche, à l'intérieur, ce même nom est peint en caractères beaucoup plus cursifs. Pourquoi cette division entre ces 2 manières d'écrire? Pour des raisons pratiques. Les hiéroglyphes, nous l'avons dit, sont figuratifs, ce qui, pour les anciens Égyptiens, leur conférait une vertu particulière. Grâce à cette vertu, ils les considéraient en effet comme susceptibles de capter l'essence de ce qu'ils représentaient, selon l'idée ou la croyance très répandue que l'image et la réalité sont indissolublement liées. C'est donc une écriture dont la manipulation mettait en jeu les composants de l'univers, et donc une écriture propre aux pratiques religieuses et sacralisantes. Mais parce que les hiéroglyphes sont figuratifs, ils sont très longs à écrire. Pour pallier à cet inconvénient, plusieurs recours. Dans les textes religieux, le gros du texte est écrit en hiéroglyphes simplifiés, appelés hiéroglyphes linéaires, alors que les hiéroglyphes soignés sont réservés aux vignettes. Dans la vie courante et dans la pratique administrative et juridique, les anciens Égyptiens n'utilisaient jamais les hiéroglyphes en raison de leur incommodité de manipulation. Ils préféraient recourir à des cursives. Cette chapelle de culte est décorée d'inscriptions écrites en hiéroglyphes. En revanche, les graffitis apposés par les visiteurs sont écrits dans la cursive appelée hiératique. Le hiératique est une cursive dérivant des hiéroglyphes et attestée depuis l'Ancien Empire jusqu'à l'époque romaine. Sur le pilier dorsal de cette statue ptolémaïque, le nom et les titres du possesseur sont écrits en hiéroglyphes. En revanche, sur le tablier que porte l'homme devant la statue, on peut remarquer que l'inscription n'est pas en hiéroglyphe, mais en une cursive qu'on appelle démotique. Pourquoi? Il y a d'une part des hiéroglyphes parce que la statue était dressée dans un temple, où s'imposait l'écriture sacrée. Mais, en même temps, cette statue devait être identifiée par les visiteurs, qui pour la plupart ignoraient les hiéroglyphes et ne connaissaient que l'écriture populaire, c'est-à-dire l'écriture démotique. Le terme démotique s'applique tout à la fois à une écriture et à un état de la langue égyptienne attesté à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, le hiératique, comme le démotique, se distingue de l'écriture hiéroglyphique par le tracé des signes simplifiés jusqu'à perdre leur figurativité originelle. On peut constater, en effet, que dans ces cursives, on ne peut plus identifier les signes à des réalités du monde égyptien, alors qu'on le pouvait lorsqu'il s'agissait des hiéroglyphes. En revanche, le hiératique, comme le démotique, conserve le principe de l'écriture hiéroglyphique, c'est-à-dire le mélange entre phonogramme, idéogramme, déterminatif, et aussi
l'absence de vocalisation. Les voyelles étaient restituées par le lecteur grâce à sa connaissance de la langue, un peu comme c'est le cas des journaux écrits en arabe ou en hébreu à l'heure actuelle. Au cours de l'histoire, les hiéroglyphes sont devenus une écriture savante connue par de moins en moins de monde. En fait, le lettré moyen de l'Égypte pharaonique ne connaissait pratiquement pas les hiéroglyphes. Il n'employait qu'une cursive, soit le hiératique, soit le démotique. Les hiéroglyphes étant l'apanage des prêtres spécialistes qui travaillaient dans les officines sacerdotales des temples. Ce n'est qu'à partir du IVe siècle de notre ère que la langue égyptienne a commencé à être véhiculée par une écriture alphabétique, que l'on appelle l'écriture copte, et dont nous avons déjà parlé à propos de la grammaire de Champollion. Cette écriture copte utilise tout simplement l'alphabet grec, auquel s'ajoutent toutefois quelques signes spécialisés que l'Égyptien connaissait, mais que le grec ignorait. La langue égyptienne se trouve donc vocalisée pour la première fois. Le copte, dans un dialecte particulier qu'on appelle le bohaïrique, est encore utilisé de nos jours comme langue liturgique des chrétiens d'Égypte. Ainsi, durant les offices religieux, dans l'harmonieux flux des cantiques et des prières, résonne, à travers des millénaires, l'écho lointain de la langue que les scribes notaient avec l'application consciencieuse du bon artisan et aussi la componction béate de celui qui s'admire d'être si savant. Moderne dans un espace de temps beaucoup plus restreint. Prenons un cas précis. Champollion donne, pour le groupe qu'il traduit par « Sa Majesté », la lecture « Pef Men Touab », qui signifie « Sa Sainteté ». Or, l'égyptologie moderne a découvert que la vraie lecture était « Hemef », qui n'a évidemment aucun rapport. Ainsi donc, le génie de Champollion n'a pas livré d'un seul coup l'Égypte pharaonique entière, clé en main. En fait, ce qu'il a fourni, ce sont les clés, en confiant à ses successeurs le soin de bâtir l'édifice dont elles ouvriraient les portes. Pour ce faire, il fallait tout à la fois multiplier les documents et les étudier. Quête et enquête étant les deux voies à travers lesquelles l'égyptologie pouvait progresser. Il y avait bien en Europe quelques objets et monuments que les collectionneurs avaient apportés là depuis l'Antiquité romaine, mais en nombre insignifiant comparé aux vestiges archéologiques que l'Égypte recelait. Certains de ces vestiges étaient accessibles, et ils avaient été copiés dans la description de l'Égypte, cet inventaire dressé durant l'expédition de Bonaparte. D'autres, bien plus nombreux, gisaient cachés dans les sites antiques,
et il fallait mener des fouilles pour les mettre au jour. Dans les deux cas, une tâche prioritaire s'imposait, en donner des publications précises et exactes à la communauté scientifique. À cette tâche s'attelèrent des instituts, des centres de recherche, des expéditions et des missions permanentes ou temporaires. L'Égypte devint alors une ruche bourdonnante d'activités. Et elle le demeure encore de nos jours. Parmi toutes ces expéditions, l'une des plus importantes fut celle de Richard Lepsius. Ich glaube, man muss vor allem einen Unterschied sehen zwischen... Il y a, je crois, une grande différence entre l'expédition de Lepsius et celle de Champollion, 15 ans auparavant. Une entreprise de génie, mais qui mène Champollion pratiquement au bord de l'épuisement. À la deuxième cataracte, il renonce et n'a plus qu'une idée en tête, retourner en France, rentrer à Paris. Lepsius, lui, a préparé son expédition avec une précision toute prussienne. Rien n'a été laissé au hasard. Et sur le plan financier, il est très à l'aise, grâce à l'intérêt que le roi Frédéric Guillaume IV porte à l'entreprise. C'est presque une expédition de luxe. Rien ne manque. Et les résultats scientifiques sont à la mesure. Lepsius rapporte de son voyage plus de 900 grandes planches illustrées, des centaines de moulages de reliefs et d'inscriptions, sans compter des milliers de dessins. Man kann wohl mit Fug und Recht sagen, dass die preußische Expedition von Richard Lepsius... L'expédition de Richard Lepsius est donc incontestablement la première expédition archéologique méthodiquement planifiée et méthodiquement conduite en Égypte, et surtout en Nubie et au Soudan, jusqu'au sud de Khartoum. Mais bien sûr, une telle expédition qui s'étend sur 3 ans n'est pas seulement une entreprise austère et désincarnée. Il y a de nombreuses anecdotes que Lepsius lui-même rapporte dans ses lettres d'Égypte et d'Éthiopie. Par exemple, la célébration de l'anniversaire du roi de Prusse au sommet de la pyramide de Khéops à Giza, en décembre 1842. On hisse le drapeau avec l'aigle prussien et, normalement, l'Égypte étant toujours balayée par le vent du nord, celui-ci aurait dû flotter vers le sud. Mais ce jour-là, le vent souffle comme par hasard du sud et l'aigle flotte donc vers le nord, en direction de Berlin. Ou cette autre histoire, qui même si elle n'est pas certaine à 100%, éclaire bien la situation de ces années-là, où il y a beaucoup de pays en Égypte et au Soudan, et où les consuls des États d'Europe agissent aussi bien sur le plan politique qu'archéologique. Lepsius se rend à Karnak, à Luxor, avec l'intention de démonter et de transporter à Berlin un important témoignage historique du temple d'Amon, la chambre des ancêtres avec l'inscription de la liste des rois. Et on raconte qu'à son arrivée à Luxor, un navire français se trouve déjà là, avec Prince d'Aven à son bord. Ce dernier invite son collègue allemand pour le thé, qu'ils prennent assis sur des caisses recouvertes de tapis. Le soir venu, le navire français quitte Luxor. Et quand Lepsius arrive au temple de Karnak le lendemain matin pour inspecter et démonter sa chambre des ancêtres, il comprend alors que les blocs déjà démontés se trouvaient dans les caisses sur lesquelles il a pris le thé la veille et qu'il vogue vers le Louvre. Die Blöcke dieser Kammerwaren, die bereits für den Louvre abmontiert worden waren. Cette histoire n'est pas tout à fait certaine, mais ça aurait pu se passer comme ça. So passiert sein.
1822. Dans une communication à l'Académie, appelée Lettre à M. Dacier, Champollion révèle les principes du système hiéroglyphique en les illustrant par quelques exemples de déchiffrement. La découverte de Champollion marque tout à la fois une clôture et une ouverture. Elle marque une clôture parce qu'elle met fin à un débat commencé depuis la Renaissance sur la nature des hiéroglyphes. Ce débat avait été suscité par l'intérêt pour les antiquités à l'époque et aussi par la redécouverte de quelques monuments égyptiens oubliés en Europe, tels par exemple l'obélisque de Latran, qui avait été de nouveau érigé à Rome en 1588. De plus, le débat avait été avivé par la figurativité des hiéroglyphes, c'est-à-dire par le fait que ces signes représentent souvent des réalités immédiatement identifiables. Cette figurativité piquait très fort la curiosité des érudits. Le débat voit le conflit entre trois thèses. Première thèse, qu'on appellera thèse mystique. Les hiéroglyphes sont des symboles porteurs d'une révélation et accessibles par l'intuition à quelques initiés. Cette thèse avait été défendue par un personnage haut en couleur, le chanoine Athanase Kircher. Deuxième thèse, qu'on qualifiera de thèse philosophique. Les hiéroglyphes sont les éléments d'une écriture universelle qui est destinée à noter la pensée sans passer par le langage. Le rêve d'une écriture universelle, affranchi des servitudes du langage, s'était formé à partir de réflexions sur l'écriture chinoise. Des philosophes, comme Leibniz, tenaient que les hiéroglyphes égyptiens, d'une manière analogue au caractère chinois, notaient des idées sans passer par leur formulation dans la langue. Troisième thèse, qu'on appellera thèse historique, les hiéroglyphes sont une écriture au sens propre, c'est-à-dire un code fixant visuellement les énoncés d'une langue qui est la langue. Le gouvernement prussien décida de faire construire un musée qui fût digne des trésors que Lepsius avait ramenés de son expédition d'Égypte. Ce musée, hélas, fut détruit durant la Deuxième Guerre mondiale. Voici l'état original, avec les salles conçues par Lepsius lui-même de manière à mettre en valeur les objets. En 1945, les bombardements lui infligèrent de très graves dommages et à cette occasion, certaines pièces furent totalement détruites et perdues à jamais pour l'égyptologie. Voici le résultat du travail de Richard Lepsius, une série de volumes comme celui-ci que nous allons feuilleter. Il s'agit d'un ouvrage intitulé Denkmäler der Ägypten und Äthiopien, ce qui signifie monuments d'Égypte et d'Éthiopie. Effectivement, en le feuilletant, on constate que sont reproduits les monuments visibles à l'époque de l'expédition de Lepsius. Voici, par exemple, la nécropole de Giza, d'où il rapporta le fameux mastaba de Metchen. Il tenait un carnet de notes où étaient consignées soigneusement chacune de ses découvertes. Pour donner au monde scientifique les reproductions les plus fidèles possibles des monuments qu'il publiait, Lepsius avait recours à plusieurs techniques, dont celle de l'estampage. Voici un moulage en papier qui fait partie de la grande série faite dans la tombe de Metchen. Cette tombe a été démontée par Lepsius avant d'être transportée au Berliner Museum. C'est un papier brut que l'on humidifiait et que l'on appliquait à la brosse sur le relief sculpté. On attendait que la bande de papier sèche un peu et on la décollait alors de la pierre.
Sur cette empreinte, on peut distinctement lire le nom du mort enterré là, Mädchen. Zu lesen. Quand le monument avait conservé ses couleurs, Lepsius avait recours à une autre technique, la gouache. Pour ce faire, il avait à sa disposition une équipe de dessinateurs extrêmement habiles comme Weidenbach ou Frey. Voici par exemple la reproduction d'une scène d'un autre mastaba que Lepsius avait ramené, le mastaba de Mérib, conservé à l'heure actuelle au musée de Berlin. Lepsius hat zunächst einmal die Égyptienne. Les partisans de cette thèse se divisaient en deux. Les uns tenaient que l'écriture égyptienne était phonétique, les autres qu'elle était idéographique. La découverte de Champollion clôt donc le débat. C'est la troisième thèse qui s'avère être la bonne. Les hiéroglyphes sont bel et bien une écriture. Qui plus est, la scission entre les partisans de cette thèse n'a plus de raison d'être. Champollion montre en effet que l'écriture hiéroglyphique est à la fois et phonétique et idéographique. Mais en même temps qu'elle clôt ce débat, la découverte de Champollion ouvre un nouvel espace à la recherche. Car la découverte de Champollion ne livrait pas d'emblée, comme sur un plateau, un savoir total sur l'Égypte pharaonique. Simplement, elle donnait le point de départ à la constitution de ce savoir. Champollion lui-même en était bien conscient, qui consacra les quelques années, trop courtes, qui lui restaient à vivre, à explorer l'immense domaine auquel sa découverte avait donné accès. La lecture de son testament scientifique, la grammaire égyptienne, montre tout à la fois la rigueur de sa démarche, mais aussi les progrès qui restaient à accomplir. Prenons l'interprétation que Champollion donne d'un texte écrit sur la façade du petit temple d'Abou Simbel, texte que l'on peut encore voir de nos jours. Sa Majesté ordonna de faire une demeure dans le pays de Nubie, en creusant dans la montagne. Jamais on n'en fit de semblable. Première observation, l'extraordinaire sagacité de Champollion, puisque la traduction qu'il donne correspond à peu près à celle qu'en donnerait l'égyptologie moderne. Seconde observation, une certaine approximation dans la lecture des hiéroglyphes. Non seulement certains lui échappaient encore, et dans ce cas, il les a laissés sans transcription, mais aussi, il a pris le parti de donner comme lecture de ces hiéroglyphes une lecture dans la langue copte. Ce parti pris de Champollion est évidemment un pis-aller. En effet, comme lecture phonétique d'une inscription gravée vers 1250 avant Jésus-Christ, il utilise le copte qui est l'état de l'égyptien à partir du IVe siècle après Jésus-Christ. Autrement dit, il y a 1 millénaire et demi au minimum entre l'égyptien de cette inscription et la transcription qu'utilise Champollion. Le procédé est quelque peu artificiel, puisque durant une si longue période, une langue évolue. Songeons par exemple à la différence qu'il y a entre le français de la chanson de Roland et le... Il s'agit d'un ouvrage intitulé Denkmäler der Ägypten und Äthiopien, ce qui signifie Monuments d'Égypte et d'Éthiopie. Effectivement, en le feuilletant, on constate que sont reproduits les monuments visibles à l'époque de l'expédition de Lepsius. Voici, par exemple, la nécropole de Giza, d'où il rapporta le fameux mastaba de Mädchen. Il tenait un carnet de notes où étaient consignées soigneusement chacune de ses découvertes. Pour donner au monde scientifique les reproductions les plus fidèles possibles des monuments qu'il publiait, Lepsius avait recours à plusieurs techniques, dont celle de l'estampage.
Voici un moulage en papier qui fait partie de la grande série faite dans la tombe de Mädchen. Cette tombe a été démontée par Lepsius avant d'être transportée au Berliner Museum. C'est un papier brut que l'on humidifiait et que l'on appliquait à la brosse sur le relief sculpté. On attendait que la bande de papier sèche un peu et on la décollait alors de la pierre. Sur cette empreinte, on peut distinctement lire le nom du mort enterré là, Mädchen. Quand le monument avait conservé ses couleurs, Lepsius avait recours à une autre technique, la gouache. Pour ce faire, il avait à sa disposition une équipe de dessinateurs extrêmement habiles comme Weidenbach ou Frey. Voici par exemple la reproduction d'une scène d'un autre mastaba que Lepsius avait ramené, le mastaba de Mérib, conservé à l'heure actuelle au musée de Berlin. Ce mastaba, cette tombe, a été transportée à Berlin avec l'accord du gouvernement égyptien. Avec ses murs décorés et peints, c'est l'une des 3 tombes rapportées intactes d'Égypte. À Berlin, nous possédons donc non seulement les blocs d'origine, qui ont été gravement endommagés pendant la guerre et sont en cours de restauration, mais aussi des originaux, des esquisses effectuées en 1843, ainsi que des moulages. Et on a donc pu exposer la chambre funéraire quasiment dans son état d'origine, même si les peintures, elles, sont des répliques modernes. Et aussi la componction béate de celui qui s'admire d'être si savant. Moderne dans un espace de temps beaucoup plus restreint. Prenons un cas précis. Champollion donne, pour le groupe qu'il traduit par Sa Majesté, la lecture Pef Mentuab, qui signifie Sa Sainteté. Or, l'égyptologie moderne a découvert que la vraie lecture était Hemef, qui n'a évidemment aucun rapport. Ainsi donc, le génie de Champollion n'a pas livré d'un seul coup l'Égypte pharaonique entière, clé en main. En fait, ce qu'il a fourni, ce sont les clés, en confiant à ses successeurs le soin de bâtir l'édifice dont elles ouvriraient les portes. Pour ce faire, il fallait tout à la fois multiplier les documents et les étudier. Quête et enquête étant les 2 voies à travers lesquelles l'égyptologie pouvait progresser. Il y avait bien en Europe quelques objets et monuments que les collectionneurs avaient apportés là depuis l'Antiquité romaine, mais en nombre insignifiant comparé aux vestiges archéologiques que l'Égypte recelait. Certains de ces vestiges étaient accessibles, et ils avaient été copiés dans la description de l'Égypte, cet inventaire dressé durant l'expédition de Bonaparte. D'autres, bien plus nombreux, gisaient cachés dans les sites antiques,
et il fallait mener des fouilles pour les mettre au jour. Dans les deux cas, une tâche prioritaire s'imposait, en donner des publications précises et exactes à la communauté scientifique. À cette tâche s'attelèrent des instituts. Les hiéroglyphes sont une écriture au sens propre, c'est-à-dire un code fixant visuellement les énoncés d'une langue qui est la langue. Le gouvernement prussien décida de faire construire un musée qui fût digne des trésors que Lepsius avait ramenés de son expédition d'Égypte. Ce musée, hélas, fut détruit durant la Deuxième Guerre mondiale. Voici l'état original, avec les salles conçues par Lepsius lui-même de manière à mettre en valeur les objets. En 1945, les bombardements lui infligèrent de très graves dommages et à cette occasion, certaines pièces furent totalement détruites et perdues à jamais pour l'égyptologie. Voici le résultat du travail de Richard Lepsius, une série de volumes comme celui-ci que nous allons feuilleter. Il s'agit d'un ouvrage intitulé Denkmäler der Ägypten und Äthiopien, ce qui signifie monuments d'Égypte et d'Éthiopie. Effectivement, en le feuilletant, on constate que sont reproduits les monuments visibles à l'époque de l'expédition de Lepsius. Voici, par exemple, la nécropole de Giza, d'où il rapporta le fameux mastaba de Metchen. Il tenait un carnet de notes où étaient consignées soigneusement chacune de ses découvertes. Pour donner au monde scientifique les reproductions les plus fidèles possibles des monuments qu'il publiait, Lepsius avait recours à plusieurs techniques, dont celle de l'estampage. Voici un moulage en papier qui fait partie de la grande série faite dans la tombe de Metchen. Cette tombe a été démontée par Lepsius avant d'être transportée au Berliner Museum. C'est un papier brut que l'on humidifiait et que l'on appliquait à la brosse sur le relief sculpté. On attendait que la bande de papier sèche un peu et on la décollait alors de la pierre. Sur cette empreinte, on peut distinctement lire le nom du mort enterré là, Metchen. Quand le monument avait conservé ses couleurs, Lepsius avait recours à une autre technique, la gouache. Pour ce faire, il avait à sa disposition une équipe de dessinateurs extrêmement habiles, comme Weidenbach. Le dictionnaire se présente ainsi. À gauche de la page, la transcription du mot égyptien dans l'alphabet latin. À côté, les hiéroglyphes. Puis sa traduction, suivie des remarques grammaticales. Et à droite, les variantes d'écriture, car il est évident qu'en 3500 ans, la façon d'écrire chaque mot a évolué. Ce dictionnaire est établi grâce à des fiches sur lesquelles on a recopié les textes égyptiens avec les hiéroglyphes et leur traduction. Et chaque mot de ces textes est stocké. En tout, nous avons 2,5 millions de ces fiches. Cette base de notre dictionnaire comprend environ 40% de tous les textes égyptiens connus à ce moment-là. Si nous voulons par la suite publier une deuxième édition, il faudrait y inclure des milliers de nouveaux textes. Et ce ne sera bien sûr possible que grâce à une collaboration internationale. Selbstverständlich auch nur in internationaler Zusammenarbeit erfolgen kann. De nos jours,
Le développement de l'égyptologie est tel que cette œuvre gigantesque doit être reprise, l'immensité de la tâche imposant, bien entendu, le recours à l'informatique. La rédaction d'un dictionnaire de la langue égyptienne a donc été une des tâches prioritaires de l'égyptologie. Mais dans cette tâche, les égyptologues avaient des prédécesseurs, les anciens Égyptiens eux-mêmes. En effet, le professeur Rosing a récemment découvert un document exceptionnel. Il s'agit d'une encyclopédie dans laquelle les anciens Égyptiens avaient fait l'inventaire de tous les mots qu'ils connaissaient. Cette encyclopédie était conservée sur un papyrus qui mesurait autrefois plus de 10 mètres, une longueur tout à fait exceptionnelle, mais dont malheureusement on n'a pu retrouver que des fragments. De plus, les restes de ce papyrus sont dispersés dans plusieurs collections européennes, à Copenhague, à Florence, à Berlin. Pour nos travaux, il a donc d'abord fallu assembler des centaines de petits fragments, comme ceux-ci par exemple, qui sont conservés au musée de Berlin et qui sont les restes de 3 pages, soit au total 26 morceaux. De restauration, mais aussi des originaux, des esquisses effectuées en 1843, ainsi que des moulages. Et on a donc pu exposer la chambre funéraire quasiment dans son état d'origine, même si les peintures, elles, sont des répliques modernes. Lepsius et Champollion sont pour moi les pères jumeaux de l'égyptologie. Aucun d'eux n'aurait pu accomplir sans l'autre ce qu'ils ont fait ensemble. En perçant le secret des hiéroglyphes, ils ont jeté les bases de l'égyptologie scientifique. On admet généralement que dans sa lettre à M. Dacier, Champollion aurait livré la clé de la langue de l'Égypte antique. Or, l'égyptologie sait depuis longtemps, même si le grand public l'ignore, que sa lettre à M. Dacier est complétée et achevée dans la lettre à M. Rossellini, un ouvrage scientifique sur le déchiffrage des hiéroglyphes écrit par Richard Lepsius. Et on voit bien là à quel point Lepsius se considérait comme l'héritier scientifique légitime de Jean-François Champollion. D'un côté, la lettre à M. Dacier, et de l'autre, la lettre à M. Rossellini. L'énoncé même du titre et le choix de la langue française pour publier le travail d'un archéologue allemand, tout cela montre bien que Lepsius se considère comme celui qui parachève l'œuvre de Champollion. D'une façon générale, l'égyptologie, tant moderne qu'ancienne, est un exemple éclatant de l'internationalisme de la recherche et de la science. Grâce à cette quête ininterrompue, une immense documentation a été amassée. La tâche seconde de l'égyptologie est de tirer toutes les informations possibles de ce matériel. Dans cette enquête, 3 grands axes: la lexicographie, la grammaire et l'écriture. Des textes, la civilisation pharaonique en a produit pendant plus de 3 millénaires. L'égyptologie a donc à traiter un immense matériel comprenant des milliers de mots qu'il faut répertorier, analyser, classer, traduire et insérer dans des articles raisonnés. En ce domaine, une importante avancée a été accomplie lorsqu'est paru le dictionnaire de Berlin. Des textes, la civilisation pharaonique en a produit pendant plus de 3 millénaires. L'égyptologie a donc à traiter un immense matériel comprenant des milliers de mots qu'il faut répertorier, analyser, classer, traduire et insérer dans des articles raisonnés. En ce domaine, une importante avancée a été accomplie lorsqu'est paru le dictionnaire de Berlin. Le dictionnaire se présente ainsi. À gauche de la page, la transcription du mot égyptien dans l'alphabet latin.
À côté, les hiéroglyphes, puis sa traduction, suivie des remarques grammaticales. Et à droite, les variantes d'écriture, car il est évident qu'en 3500 ans, la façon d'écrire chaque mot a évolué. Ce dictionnaire est établi grâce à des fiches sur lesquelles on a recopié les textes égyptiens avec les hiéroglyphes et leur traduction. Et chaque mot de ces textes est stocké. En tout, nous avons 2,5 millions de ces fiches. Cette base de notre dictionnaire comprend environ 40% de tous les textes égyptiens connus à ce moment-là. Si nous voulons par la suite publier une deuxième édition, il faudra y inclure des milliers de nouveaux textes. Et ce ne sera bien sûr possible que grâce à une collaboration internationale. Selbstverständlich auch nur in internationaler Zusammenarbeit erfolgen kann. De nos jours, le développement de l'égyptologie est tel que cette œuvre gigantesque doit être reprise, l'immensité de la tâche imposant, bien entendu, le recours à l'informatique. La rédaction d'un dictionnaire de la langue égyptienne a donc été une des tâches prioritaires de l'égyptologie. Mais dans cette tâche, les égyptologues avaient des prédécesseurs, les anciens Égyptiens eux-mêmes. En effet, le professeur Rosing a récemment découvert un document exceptionnel. Il s'agit d'une encyclopédie dans laquelle les anciens Égyptiens avaient fait l'inventaire de tous les mots qu'ils connaissaient. Cette encyclopédie était conservée sur un papyrus qui mesurait autrefois plus de 10 mètres, une longueur tout à fait exceptionnelle, mais dont malheureusement on n'a pu retrouver que des fragments. Troisième thèse, qu'on appellera thèse historique, les hiéroglyphes sont une écriture au sens propre, c'est-à-dire un code fixant visuellement les énoncés d'une langue qui est la langue. Le gouvernement prussien décida de faire construire un musée qui fût digne des trésors que Lepsius avait ramenés de son expédition d'Égypte. Ce musée, hélas, fut détruit durant la Deuxième Guerre mondiale. Voici l'état original, avec les salles conçues par Lepsius lui-même de manière à mettre en valeur les objets. En 1945, les bombardements lui infligèrent de très graves dommages et à cette occasion, certaines pièces furent totalement détruites et perdues à jamais pour l'égyptologie. Voici le résultat du travail de Richard Lepsius, une série de volumes comme celui-ci que nous allons feuilleter. Il s'agit d'un ouvrage intitulé Denkmäler der Ägypten und Äthiopien, ce qui signifie Monuments d'Égypte et d'Éthiopie. Effectivement, en le feuilletant, on constate que sont reproduits les monuments visibles à l'époque de l'expédition de Lepsius. Voici, par exemple, la nécropole de Giza, d'où il rapporta le fameux mastaba de Métienne. Il tenait un carnet de notes où étaient consignées soigneusement chacune de ses découvertes. Pour donner au monde scientifique les reproductions les plus fidèles possibles des monuments qu'il publiait, Lepsius avait recours à plusieurs techniques, dont celle de l'estampage. Voici un moulage en papier qui fait partie de la grande série faite dans la tombe de Mädchen. Cette tombe a été démontée par Lepsius avant d'être transportée au Berliner Museum. C'est un papier brut que l'on humidifiait et que l'on appliquait à la brosse sur le relief sculpté. On attendait que la bande de papier sèche un peu et on la décollait alors de la pierre.
Sur cette empreinte, on peut distinctement lire le nom du mort enterré là, Mädchen. Zu lesen. Quand le monument avait conservé ses couleurs, Lepsius avait recours à un état de la langue égyptienne attesté à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, le hiératique, comme le démotique, se distingue de l'écriture hiéroglyphique par le tracé des signes simplifiés jusqu'à perdre leur figurativité originelle. On peut constater, en effet, que dans ces cursives, on ne peut plus identifier les signes à des réalités du monde égyptien, alors qu'on le pouvait lorsqu'il s'agissait des hiéroglyphes. En revanche, le hiératique, comme le démotique, conserve le principe de l'écriture hiéroglyphique, c'est-à-dire le mélange entre phonogramme, idéogramme, déterminatif, et aussi l'absence de vocalisation. Les voyelles étaient restituées par le lecteur grâce à sa connaissance de la langue, un peu comme c'est le cas des journaux écrits en arabe ou en hébreu à l'heure actuelle. Au cours de l'histoire, les hiéroglyphes sont devenus une écriture savante connue par de moins en moins de monde, en fait. Le lettré moyen de l'Égypte pharaonique ne connaissait pratiquement pas les hiéroglyphes. Il n'employait qu'une cursive, soit le hiératique, soit le démotique. Les hiéroglyphes étant l'apanage des prêtres spécialistes qui travaillaient dans les officines sacerdotales des temples. Ce n'est qu'à partir du IVe siècle de notre ère que la langue égyptienne a commencé à être véhiculée par une écriture alphabétique, que l'on appelle l'écriture copte, et dont nous avons déjà parlé à propos de la grammaire de Champollion. Cette écriture copte utilise tout simplement l'alphabet grec, auquel s'ajoutent toutefois quelques signes spécialisés que l'Égyptien connaissait, mais que le grec ignorait. La langue égyptienne se trouve donc vocalisée pour la première fois. Le copte, dans un dialecte particulier qu'on appelle le bohaïrique, est encore utilisé de nos jours comme langue liturgique des chrétiens d'Égypte. Ainsi, durant les offices religieux, les textes égyptiens avec les hiéroglyphes et leur traduction. Et chaque mot de ces textes est stocké. En tout, nous avons 2,5 millions de ces fiches. Cette base de notre dictionnaire comprend environ 40% de tous les textes égyptiens connus à ce moment-là. Si nous voulons par la suite publier une deuxième édition, il faudrait y inclure des milliers de nouveaux textes. Et ce ne sera bien sûr possible que grâce à une collaboration internationale. Selbstverständlich auch nur in internationaler Zusammenarbeit erfolgen kann. De nos jours, le développement de l'égyptologie est tel que cette œuvre gigantesque doit être reprise, l'immensité de la tâche imposant, bien entendu, le recours à l'informatique. La rédaction d'un dictionnaire de la langue égyptienne a donc été une des tâches prioritaires de l'égyptologie. Mais dans cette tâche, les égyptologues avaient des prédécesseurs, les anciens égyptiens eux-mêmes. En effet, le professeur Rosing a récemment découvert un document exceptionnel. Il s'agit d'une encyclopédie dans laquelle les anciens Égyptiens avaient fait l'inventaire de tous les mots qu'ils connaissaient.
Cette encyclopédie était conservée sur un papyrus qui mesurait autrefois plus de 10 mètres, une longueur tout à fait exceptionnelle, mais dont malheureusement on n'a pu retrouver que des fragments. De plus, les restes de ce papyrus sont dispersés dans plusieurs collections européennes, à Copenhague, à Florence, à Berlin. Pour nos travaux, il a donc d'abord fallu assembler des centaines de petits fragments, comme ceci par exemple, qui sont conservés au musée de Berlin et qui sont les restes de 3 pages, soit au total 26 morceaux. Un autre fragment, plus important, se trouve également au musée de Berlin. On le voit très bien ici grâce à cette photo. Le morceau conservé au Louvre s'ajuste parfaitement au grand fragment de Berlin. Un autre morceau conservé aussi à Berlin s'ajuste à son tour à celui du Louvre. Et enfin, un autre fragment du Louvre s'ajuste à ce dernier fragment berlinois. Et en réunissant ces fragments, on retrouve les 10 pages du papyrus. Il y a, je crois, une grande différence entre l'expédition de Lepsius et celle de Champollion, 15 ans auparavant. Une entreprise de génie, mais qui mène Champollion pratiquement au bord de l'épuisement. À la deuxième cataracte, il renonce et n'a plus qu'une idée en tête, retourner en France, rentrer à Paris. Lepsius, lui, a préparé son expédition avec une précision toute prussienne. Rien n'a été laissé au hasard. Et sur le plan financier, il est très à l'aise, grâce à l'intérêt que le roi Frédéric Guillaume IV porte à l'entreprise. C'est presque une expédition de luxe. Rien ne manque. Et les résultats scientifiques sont à la mesure. Lepsius rapporte de son voyage plus de 900 grandes planches illustrées, des centaines de moulages de reliefs et d'inscriptions, sans compter des milliers de dessins. L'expédition de Richard Lepsius est donc incontestablement la première expédition archéologique méthodiquement planifiée et méthodiquement conduite en Égypte, et surtout en Nubie et au Soudan, jusqu'au sud de Khartoum. Mais bien sûr, une telle expédition qui s'étend sur 3 ans n'est pas seulement une entreprise austère et désincarnée. Il y a de nombreuses anecdotes que Lepsius lui-même rapporte dans ses lettres d'Égypte et d'Éthiopie. Par exemple, la célébration de l'anniversaire du roi de Prusse au sommet de la pyramide de Khéops à Giza, en décembre 1842. On hisse le drapeau avec l'aigle prussien et, normalement, l'Égypte étant toujours balayée par le vent du nord, celui-ci aurait dû flotter vers le sud. Mais ce jour-là, le vent souffle comme par hasard du sud et l'aigle flotte donc vers le nord, en direction de Berlin. Ou cette autre histoire, qui même si elle n'est pas certaine à 100%, éclaire bien la situation de ces années-là, où il y a beaucoup de pays en Égypte et au Soudan, et où les consuls des États d'Europe agissent aussi bien sur le plan politique qu'archéologique. Lepsius se rend à Karnak, à Luxor, avec l'intention de démonter et de transporter à Berlin un important témoignage historique du temple d'Amon, la chambre des ancêtres avec l'inscription de la liste des rois. Son tour à celui du Louvre. Et enfin, un autre fragment du Louvre s'ajuste à ce dernier fragment berlinois. Et en réunissant ces fragments, on retrouve les 10 pages du papyrus. Mais pour interpréter un texte, il ne suffit pas d'en comprendre les mots. Il faut aussi maîtriser les règles qui régissent l'agencement de ces mots entre eux. En d'autres termes, il faut connaître la grammaire. Là encore,
depuis la grammaire égyptienne de Champollion, les progrès ont été considérables. C'est à Sir Alan Gardiner que l'on doit l'œuvre fondatrice de la linguistique égyptologique moderne. Sa grammaire se veut tout à la fois un ouvrage de référence et un manuel d'initiation. Toutefois, publiée en 1927, elle n'a pas pu bénéficier de l'avancée et de l'essor que la linguistique a connu après la guerre. Aussi, depuis une vingtaine d'années, une floraison de travaux tente d'apporter à la grammaire de Gardiner les compléments que les progrès de l'égyptologie rendent indispensables. On sait désormais que l'écriture apparaît à peu près vers 3150 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant le début de la période dynastique qui est marquée par l'unification de la Haute et de la Basse-Égypte en 3000 avant Jésus-Christ. Ainsi, et c'est très important du point de vue de l'histoire de l'écriture, il n'y a pas coïncidence entre l'invention de l'écriture hiéroglyphique et la formation de l'État pharaonique. Pendant les deux premières dynasties, les emplois de l'écriture sont cantonnés aux noms propres, aux titres et à de très courtes et concises notations. Toutefois, dès cette époque, s'opère à l'intérieur de l'écriture une division qui ne cessera de s'élargir par la suite. En effet, parallèlement à l'écriture hiéroglyphique, se crée une cursive qui conserve tous les principes du système, mais se caractérise par un tracé simplifié des signes. Regardons attentivement ce vase en albâtre de la deuxième dynastie. On voit à l'extérieur le nom du sculpteur gravé en hiéroglyphes soignés. En revanche, à l'intérieur,